Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va calculer une intégrale, l'intégrale de f de bx moins f de ax sur x. Ça c'est une intégrale qu'on peut calculer pour toute fonction f, il faut juste qu'elle soit continue et qu'elle ait une limite en 0 et en plus infini. Il faut qu'elle soit continue du coup sur r plus étoile. Et si on a ces trois conditions, on peut calculer son intégrale, et son intégrale ça va être la différence des limites fois ln de b sur a. Voilà, donc on va montrer ça, et pour le montrer on va utiliser d epsilon, donc ça va être un super entraînement pour faire un petit peu l'analyse dont on attend de vous que vous sachiez faire en prépa. Donc déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'on fait souvent sur cette chaîne, c'est qu'on essaie de se simplifier la vie. Là, on voit que le résultat, il va dépendre que de b sur a, et pourtant là, on a deux variables, on a b et a. Bon, on va pouvoir essayer de faire en sorte que ça ne dépende plus que de la variable b sur a. Donc comment on peut faire ça? C'est un truc qu'on fait assez souvent dans les exercices, mais quand on voit un dx sur x, ce qu'on peut faire, c'est multiplier le x et le x en bas par la même constante, et donc en faire un changement de variable, et ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Je me souviens qu'on utilise, par exemple, pour calculer, dans des exercices, sur des intégrales de Dirichlet, on a souvent des dx sur x, et donc on utilise assez souvent cette technique, et on va voir une autre technique, après. Mais là, pour l'instant, on va juste faire, enfin, je dis beaucoup de choses, mais c'est juste un changement de variable. Mais pour le voir, en fait, on peut juste se dire que cette intégrale-là, donc l'intégrale de 0 à plus infini de f de, bx moins f de ax sur x, bah ça c'est tout simplement égal, si je multiplie en haut et en bas par a, et ben je peux changer la variable et dire que en haut c'est ax. Et bien sûr ça va pas changer les bornes parce que 0 fois a ça fait 0, et en l'infini ça fait toujours l'infini parce que a est dans r plus étoile. Voilà, et du coup si je change la variable, et que je remplace la variable par un t, bah là ça me fait l'intégrale de 0 à plus infini de f de b sur a fois ax, donc b sur a fois t, moins f de t du coup, sur t dt. Voilà. Et donc si on pose, en posant c égale b sur a, on veut prouver que, donc montrons que, cette intégrale-là, donc l'intégrale de 0 à plus infini de f de ct moins f de t sur t dt est égale tout simplement à mu moins lambda ln de c. Voilà. Donc en fait là on s'est ramené à un problème avec une seule variable. Et c'est justement ça qu'on va essayer de prouver, et si on arrive à prouver ça, ça nous prouvera notre exercice. Alors comment on va faire ça? On peut essayer de transformer cette intégrale-là pour qu'elle ressemble à un truc pas trop compliqué. Mais ce que je vous avais pas dit dans cet exercice, et ce qu'il faut prouver également, c'est que cette intégrale converge. Parce que, a priori, on ne sait pas du tout si cette intégrale converge. Donc ça, je vais vous le mettre en annotation au début de la vidéo, mais il faut bien montrer que l'intégrale converge, et c'est pas évident. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dès à présent. Alors, pour montrer que cette intégrale converge, on va voir que là, on va pas avoir trop de techniques de cours qui vont nous être utiles. On va pas trop pouvoir utiliser les propositions. Ce qu'on va vraiment devoir utiliser, c'est vraiment la démonstration, enfin la définition de la convergence d'une intégrale, donc en se ramenant aux intégrales partielles. Donc, pour rappel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre alpha et bêta dans R, et on va vouloir montrer que alpha, bêta de f de ct moins ft sur t dt, ça on va vouloir montrer que ça a une limite quand alpha tend vers 0, et cette limite quand alpha tend vers 0, on va montrer que elle-même doit avoir une limite quand bêta tend vers 0. Voilà. Donc ça va pas être une mince affaire, mais le piège dans cet exercice, ça va être de directement faire les calculs sur ça, de directement se mettre dans un alpha au voisinage de 0 et un bêta au voisinage de, de plus infini, et en faisant ça, on peut s'en sortir, on peut montrer que c'est arbitrairement proche de ceci, et ça nous donne envie de nous dire que ça implique que l'intégrale comme ça est égale à ceci. Mais en fait non, parce que on aura juste prouvé que quand alpha et bêta tendent en tant que couple vers 0 plus infini, ça tend bien vers ceci. Mais c'est pas ça qu'on voulait prouver. Nous on voulait vraiment prouver que l'intégrale de 0 à plus infini est égale à cette quantité-là, et c'est pas comme ça qu'on le prouve.
pour le prouver, il faut vraiment d'abord montrer que l'intégrale converge. Voilà. Je vais essayer de vous l'écrire, pour que ce soit plus clair. Voilà, par exemple, si j'arrive à montrer que cette fonction-là, donc l'intégrale de alpha à bêta d'une fonction phi qui est définie sur R plus étoile, si j'arrive à montrer qu'elle tend vers une limite L, et ben, ça ne veut absolument pas dire que, l'intégrale de 0 à plus infini de phi de x est convergente. Et ça, si on a que cette intégrale est convergente, donc si on le sait a priori, on peut dire que ça implique que le fait que ça soit égal à L, mais si on ne sait pas qu'elle est convergente, a priori on peut pas le dire. C'est peut-être possible de le prouver, mais j'ai pas vraiment réfléchi, mais ça a l'air assez compliqué de le prouver. Bah, et d'ailleurs, si vous, savez, si, c'est vrai, cette implication, si elle est vraie, bah, dites-le dans les commentaires, parce que je vous avoue que je sais pas trop si c'est vrai cette implication, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais comme on sait pas, on va pas l'utiliser. Mais oui, ça m'intéresse beaucoup de savoir, s'il y en a qui ont un peu cherché, est-ce que si on a ça, ça veut dire que l'intégrale est convergente? Hem Parce qu'on sait, avec phi, qui est une fonction qui n'est pas définie en 0. Voilà, sinon ce serait un peu simple et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pas utiliser. Voilà, donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va montrer que ceci a une limite, enfin ceci a une limite en alpha qui tend vers 0, et ensuite, cette limite, on va l'appeler l'intégrale de 0 à bêta, et ensuite on va montrer que l'intégrale de 0 à bêta, a une limite en, plus infini. Ou on peut le faire dans l'autre sens. Montrer que ceci est une limite en plus infini, quand bêta tend vers plus infini, je veux dire. Donc ça, on va l'appeler l'intégrale de alpha à plus infini. Et ensuite, ce qu'on va montrer, c'est que l'intégrale de alpha à plus infini a une limite en 0, et donc ça prouvera bien que notre intégrale est convergente sur 0 plus infini. Voilà. Donc c'est ça la définition d'une intégrale généralisée, qu'on voit en prépa, du moins, c'est que pour prouver qu'une intégrale converge en un point, il faut le faire point par point. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc on va essayer de commencer. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est séparer cette intégrale en deux, parce que là, on sait que, bah, on sait que ça va enfin, les deux vont être bien définis, vu que alpha et bêta, c'est dans R plus étoile. Voilà, parce que du coup, alpha n'est pas égal à 0, donc il n'y a pas de problème, et bêta n'est pas égal à R plus infini, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc on fait ça et ça. Donc là, je vais faire dépendre cette intégrale de x. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais faire un petit changement de variable, encore une fois. Et là, donc j'aimerais bien, je me dis que ces deux intégrandes, elles se ressemblent beaucoup. À ceci près que là, il suffirait de mettre un c. Et bien ça tombe bien, on va réutiliser notre technique, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par c, donc ça va nous faire ct, et là j'aurais du dt, donc fois c, et pour faire rentrer le c dans le dt, bah, ce que je fais, c'est que je change de variable, et donc le c fois t, il va varier non plus de alpha à bêta, il va varier de c alpha à c bêta. Et donc je vais poser x égale c fois t. Donc ça va me faire l'intégrale de f de x sur x, et du coup là on a les mêmes intégrandes, et là on aura juste dx. Et là c'est un moins par contre, hein. Je me suis trompé, moins, voilà. Et donc là on voit qu'on a la même intégrale, mais intégrée sur des domaines différents. Donc pour ça on peut faire un schéma pour essayer de voir ce à quoi on va aboutir. Donc par exemple si on essaye de supposer que c c'est plus petit que 1, bah, on aura alpha ici, on aura c alpha ici. Plus loin, on aura bêta. Bêta, il a pour vocation d'être très grand, on va le faire tendre vers plus infini. Donc on va prendre bêta ici, et c fois bêta ici, ou plutôt ici, parce que comme ça l'écart il est plus grand, enfin bref. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est voir sur quoi on intègre la première intégrale, donc celle-là. Bon, bah, ça c'est très simple, on l'intègre entre c alpha et c bêta, donc sur cet intervalle-là. Et la deuxième, l'intégrale rouge ici, on va l'intégrer de alpha à bêta. Et comme on soustrait les deux, et ben on va voir que tout cet intervalle, il va disparaître. Donc en fait, il va nous rester juste cette intégrale-là de c alpha à alpha, et cette intégrale-là de c bêta à bêta. Et donc là, on va intégrer notre fonction sur des intervalles qui vont se rétrécir. Du moins, la fonction entre c alpha et alpha, cet intervalle, il va se rétrécir. Et c'est justement pour ça que, en fait, le fait que l'intervalle va se rétrécir, ça va contrer le fait que l'intégrale est divergente. Parce que l'intégrale de 1 sur x est divergente, par exemple, entre 1 et 0, entre 0 et 1, mais comme on va prendre un intervalle c alpha alpha qui va être de plus en plus petit, bah ça va un petit peu se compenser. Et même chose ici, sauf que l'intégrale, il va avoir une longueur qui va tendre vers l'infini, mais pas assez vite vers l'infini pour faire en sorte que intégrer le 1 sur x sur tout cet intervalle-là,
ça fasse plus infini, donc ça fasse un truc divergent. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dès à présent. Donc comment on prouve que ça fait bien la fonction sur cet intervalle moins la fonction sur cet intervalle? Bah en fait on va découper les intervalles de notre fonction, et quel est le théorème qui permet de faire ça? Bah enfin c'est pas vraiment un théorème, c'est la relation de Chasles. Donc on va utiliser la relation de Chasles en découpant selon ce qu'on a fait sur notre schéma. Donc la première intégrale, c'est l'intégrale de c alpha à alpha, voilà, je me mets sur ce petit intervalle-là, donc de f de x sur x, plus l'intégrale de alpha à c bêta, le deuxième intervalle, de f de x sur x dx, moins, donc là on va faire les deux autres, donc là on va bien voir qu'en faisant la relation de Chasles sur celui-là, on va bien obtenir l'annulation de l'intégrale sur alpha c bêta, donc ça va se simplifier avec ça, et donc moins toujours l'intégrale sur le petit intervalle c bêta c de f de x sur x. Voilà, donc en gros, si on récapitule, c'est-à-dire que ceci, que je vais copier, est égal à donc ça moins ça. Donc je vais tout de suite écrire. C'est égal à l'intégrale entre c alpha et alpha de f de t sur t dt moins l'intégrale entre c bêta et bêta, donc des trucs qui se ressemblent beaucoup. Donc on va voir qu'on va tous les calculer en une fois. En fait, on va créer notre propre lemme pour calculer toutes ces intégrales de manière instantanée. Donc de f de t sur t dt. Alors, juste avant qu'on continue cette vidéo, elle contient beaucoup d'informations, donc si vous voulez la fiche récapitulative de toute la vidéo, il suffit de m'envoyer un petit message sur Instagram, et je vous l'envoie directement, et je pourrai même vous donner des petits conseils pour la prépa. Donc, continuons tout de suite. Alors, comment on va calculer ça? Et ben là, c'est justement là que va rentrer en jeu le piège dont je vous avais parlé. Soit on essaye de le faire avec des epsilon à partir de là, mais là, le piège, c'est de se dire, ok, bah, on va prendre alpha proche de 0 et bêta proche de 0, et on va voir que ça se rapproche du bon truc, et on voit que ça va vraiment se rapprocher du bon truc, parce que f, ça va ressembler à, à lambda, je crois, et ce f-là, il va ressembler à mu. Donc, il y a moyen de faire une démonstration pour montrer que ça se rapproche de notre résultat. Mais encore une fois, en faisant ça, on va tomber sur le piège dont je vous parlais au début de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est un truc mieux, on va directement montrer que les fonctions de la forme comme ça, qui a alpha associe ceci, donc en fait, tendent vers quelque chose quand on fait tendre le alpha vers 0. Et on va utiliser ce lemme donc, pour montrer que ça va bien tendre vers le quelque chose vers quoi on veut que ça tende. Et on va utiliser ce même lemme pour celui-là, donc en fait on va voir que c'est la même chose en 0 et en l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on veut prouver dans notre lemme? Parce que là on va créer un petit peu notre solution ad hoc. Donc qu'est-ce que je veux prouver? Déjà, je veux montrer que c'est égal à, on avait dit mu moins lambda ln de c. Donc ça va tendre vers mu moins lambda ln de c. Donc ça va tendre vers ça, mais si je fais d'abord tendre le alpha vers 0, et ensuite, seulement après, faire tendre le bêta vers plus infini. Et ça, on va voir que si je fais tendre indépendamment le alpha vers 0, bah ça a de fortes chances de tendre vers un truc qui ressemble à, donc on avait dit que, j'arrive jamais à retenir, mais c'est f, il tend vers lambda en 0. Donc ça va tendre vers, en fait, on se dit que ça va se rapprocher de lambda sur t. Parce que l'intervalle alpha C alpha, ou C alpha alpha selon comment on prend le C, parce que l'intervalle alpha, il va se rapprocher de 0 cet intervalle. Donc en fait, c'est comme si je pouvais dire que, en fait, c'est comme si on prenait l'intégrale de lambda fois t. Et l'intégrale de lambda fois t, ça fait lambda fois ln de alpha moins ln de c fois alpha. Et donc ça ferait, là c'est un vrai égal, là c'est un environ égal, et donc ça ferait lambda fois l'intégrale de 1 sur t, donc ln de alpha moins ln de c fois alpha, et bien sûr le ln je peux le transformer en plus, le ln d'un produit c'est la somme des ln, donc ça fait ln de c plus ln de alpha, et comme il y a un moins, ça fait un moins. Voilà, donc ça simplifie avec ça, et donc on obtient bien que ça fait bien lambda fois moins ln de c. Et pareil pour lui, au voisinage de l'infini, lui, il va valoir mu. Donc en fait, ça va être égal à l'intégrale de mu, et de même, enfin mu sur t, et de même ça va être faire mu fois, ça va faire mu fois moins ln de c, de même, hein, c'est exactement la même chose,
sauf que là c'est le ln de bêta qui se simplifie, et comme il y a un moins devant, bah, ça va me faire un plus. Moins par moins, ça fait plus, et du coup on va bien obtenir mu moins lambda fois ln de c. Et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est notre reformulation si on regarde juste ici. Alors, pourquoi on va pouvoir faire ça? Et ben c'est justement ça que va prouver notre lemme. C'est, on veut que notre lemme ce soit donc lemme, et pour plus de généralité, je vais le faire avec toutes les fonctions g qui sont continues, et qui ont une limite en 0. Donc lemme, donc soit g, une fonction de r plus étoile dans R, telle que bah, g tend vers une valeur en 0. Donc moi je vais appeler à la limite g0+, quand x tend vers 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ben, je vais montrer même, que la fonction qui a alpha associé, ou même qui a x associé, enfin on s'en fout, donc la fonction qui a alpha, enfin, je vais mettre un x pour plus de généralité. La fonction qui a x associe x fois c en bas, on va faire la même chose qu'ici, et un x en haut de g de t sur t, bah elle tend vers quoi? dt bien sûr. Elle tend en 0, quand x tend vers 0, vers bah, g de 0+, donc le lambda qu'on a ici, fois donc ln de c, donc fois moins ln de c du coup, ou ln de 1 sur c. Voilà ce qu'on va montrer. Et ça va nous permettre de non seulement prouver directement que ça va tendre vers lambda fois moins, lambda fois moins ln de c, et aussi si on fait un petit changement de variable que vous allez presque deviner, bah, on va pouvoir aussi montrer que ceci, avec le même lemme, ça va tendre vers mu fois moins ln de c. Voilà, donc on va démontrer le lemme, et démontrer ce lemme, ça va nous permettre de faire une démonstration qui utilise des epsilon. Donc comment faire une démonstration qui utilise des epsilon? Ben, je vais montrer que bah, ce de quoi je vais prendre la limite, bah, ça va être proche de la limite à epsilon près. Donc la première chose que je fais, c'est de me déclarer mon epsilon. Donc soit epsilon strictement positif, et ensuite on va se prendre, on va se dire, je veux montrer que ceci est proche de cela à epsilon près. Donc pour l'instant, je vais pas encore me déclarer mon x, je vais pas encore me dire mon x il est où, ça ce sera après, mais je veux dire que en fait, bah, mon intégrale de x à, enfin je le ferai après, mais au propre, ça devra être avant, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Et donc je veux dire que l'intégrale de xc à x de f de t sur t, elle doit être proche, donc c'est la valeur absolue qui doit être petite, de notre limite, donc de g0 plus ln de c. Voilà, donc ça on veut le majorer. Et donc pour faire ça, il faut bien mettre le ln de c, enfin la limite, sous la forme pour laquelle on l'a choisi. Et on a choisi le ln de c parce que bah, c'était une intégrale spéciale qui ressemblait à ça. Donc on va remettre sous la forme compliquée notre truc pour faire en sorte que ça ressemble à la fonction, quoi. Donc en gros, pourquoi j'ai choisi ln de c? Parce que ln de c, on a vu que bah, c'était cette intégrale-là. Donc bah, on refait pareil, donc on a l'intégrale, et on voit qu'on a les mêmes bornes, donc bah, là c'est g0+, sur donc t, on va prendre les mêmes, dt, voilà. Et donc ça, bah, comme c'est les mêmes intégrales, d'ailleurs là c'est un x, enfin c'était un x en haut, mais du coup je l'enlève, comme c'est les mêmes intégrales, bah, je peux mettre tout sous la même intégrale. Et donc là on va utiliser l'inégalité la plus utile de toute l'analyse, l'inégalité triangulaire, qu'on peut aussi utiliser avec les intégrales, donc ça nous fait ça. Donc de x c à c, de f de t sur t, donc c'est la valeur absolue de ce qu'il y a à l'intérieur, mais je peux faire sortir le t de la valeur absolue, vu que le t est positif. Et là on se dit, bah ça, c'est censé être petit, donc ça je vais pouvoir le majorer par quelque chose. Et par quoi je vais vouloir le majorer? Parce que je peux le majorer par n'importe quoi, parce que je sais que ça va être plus petit, enfin je sais que ça tend vers 0. Bah, je vais essayer de le majorer par quelque chose pour avoir un epsilon ici. Et comment je fais pour avoir un epsilon ici? Bah, là, il faut un petit peu réfléchir, ou bien vous vous posez un autre epsilon. Enfin, on va faire les deux techniques. On va dire que ceci, que ceci va être plus petit que epsilon, et on va voir qu'on va très bien s'en sortir. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on prend le x. On prend le x pour que ceci soit plus petit que epsilon. Donc on va prendre x plus petit qu'une valeur, donc à partir d'un certain rang proche de 0, pour que le f de t, ce soit, là c'est des g, hein, le g de t, il soit proche de g de 0+. Donc
par, par définition de la limite, il existe, un rang, il existe, on peut l'appeler un nu, ça c'est il existe un nu strictement positif tel que pour tout x qui appartient à 0 nu, eh bien on a que g du coup, qu'on a pris g, général. G de x moins g 0 plus est plus petit que, plus petit que quoi? Plus petit que epsilon, on va dire. Et une fois qu'on a ça, bah, c'est terminé, vu que si je prends, attention, là, il faut pas que je prenne x, d'ailleurs là c'est x. Il faut pas que je prenne x plus petit que mu, du coup. Parce que là, mon x que j'ai pris ici, c'est peut-être un peu piégeux, mais comme ça vous vous ferez pas piéger. Mais en fait, ça c'est un x muet, c'est pas la même variable. La variable x qui est là, je l'ai pas encore déclarée, j'avais pas encore dit c'était quoi. Donc là, on va se prendre soit x, en toute généralité, sauf qu'on va le prendre proche de 0, et donc soit x appartenant donc à 0 mu, mais si je prends 0 mu, peut-être que le x fois c, il va sortir de notre intervalle. Donc là, je vais prendre pas dans 0 mu, mais je vais prendre dans 0 minimum entre mu et mu sur c. Comme ça, j'aurai à la fois mu, enfin j'aurai à la fois x et à la fois x fois c qui sera dans cet intervalle-là, enfin en dessous de mu, je veux dire, et donc tout ce qui sera dans cet intervalle-là sera en dessous de mu, et donc là je vais pouvoir dire que ça c'est plus petit que l'intégrale entre xc et x de epsilon sur t dt. Et donc ça va être plus petit que, ah oui, toujours en valeur absolue. De toute façon, en valeur absolue... Ah oui, faut bien mettre des valeurs absolues ici, parce que l'inégalité triangulaire, elle nous dit que ça, c'est plus petit que ça, mais si les bornes, elles sont pas dans le bon sens, eh bien ça nous sert à rien de le dire, parce que on a juste... Mais pour pouvoir le dire, il faut bien que nos bornes, elles soient dans le bon sens, sinon ça sert à rien de le dire. Enfin, c'est même pas que ça sert à rien, c'est que c'est faux. Parce qu'il faut que nos bornes soient dans le bon sens, et pour les mettre dans le bon sens, il suffit de mettre une valeur absolue autour de l'intégrale, ce qui fait que si xc, c'est plus grand que x, bah en fait c'est comme si je prenais x à xc, mon intégrale. Voilà, c'est juste ça. Mais du coup là, ça nous permet de nous dire que cette intégrale-là, si je la prends en valeur absolue, ça va bien me faire un truc positif. Parce que peut-être que ln de c, bah, c'est négatif. Voilà. Et donc j'obtiens ça à la fin. Alors là, normalement, c'est terminé. Vous pouvez rédiger une démonstration d'analyse comme ça. Moi, j'aime bien que là, il y ait un plus petit que epsilon. Et là, on voit qu'il y a un plus petit que epsilon fois ln de c. Mais bon, c'est vraiment pas grave, parce que ça voudrait dire que la fonction divisée par ln de c tend vers 0, donc la fonction tend vers 0. Mais bon, si on veut vraiment être puriste, ce que je peux me dire, c'est que là, j'ai pas pris un état tel que la différence ce soit epsilon. Non, j'ai pris un autre état, mais mon état, donc je rédige ma récurrence, enfin, je refais ce que j'ai déjà fait, mais en fait, cette fois-ci, je le prends plus petit que epsilon divisé par ln de c en valeur absolue. Et là, cette fois-ci, c'est bon, ça marche, parce que techniquement, je peux prendre ça. Par exemple, si ln de c en valeur absolue est plus grand que 1, je prendrai mon état plus petit. Et il existera bien un rang état au bout duquel, si je prends un x plus petit que, un état plus petit, et ben tous les x entre 0 et état donneront des g à epsilon sur ln de c près de la limite. En fait, ça marche avec tout. Pour ce qu'il y a ici, ça marche avec tout. Donc, et si je refais ma rédaction, bah là, en fait, j'aurai un ln de... Enfin, j'aurai que ça, c'est plus petit que epsilon sur ln de c. Alors là, on a l'impression qu'on a passé à l'inégalité dans une valeur absolue. Alors ça, c'est absolument interdit de passer à l'inégalité dans une valeur absolue, mais cette valeur absolue, c'est un petit peu une valeur absolue particulière, c'est parce qu'en fait, elle sert juste à remettre les bornes dans le bon sens. Donc là, ça marche de passer à l'inégalité dans la valeur absolue, mais sinon, ne le faites pas, parce que ça peut être faux. Mais là, en gros, vous vérifiez que ça marche. Mais là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je prends les bornes dans le bon sens, et ensuite je passe à l'inégalité. Parce que, en fait, si j'avais pas mis les valeurs absolues, j'aurais même pas pu passer à l'inégalité. Parce que pour passer à l'inégalité dans une intégrale, il faut que les bornes soient dans le bon sens. Donc en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis les bornes dans le bon sens, et ensuite je passe à l'inégalité. Donc voilà, ça c'est un petit détail que j'avais oublié de préciser. Mais en gros, ça c'est plus petit que epsilon epsilon divisé par ln de c, et du coup là, j'ai plus mon ln de c, et donc j'ai bien un truc plus petit que epsilon, et du coup je suis très content, parce que là ça veut dire que j'ai bien ma limite qui est vraie. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir finir notre exercice
sans plus attendre. Donc je vais copier ça, et je le remets sur une autre page. Alors, donc là, il faut choisir, par quoi on va passer à la limite. Donc on va déjà faire, pour le bêta, parce que là, on va voir que enfin, on va faire le plus simple d'abord. Donc, on a prouvé, que ceci avait une limite en alpha qui tend vers 0. Donc on sait déjà ce qui prouve la convergence, voilà, par définition. Ça, c'est la définition de la convergence d'une intégrale. Donc on a bien que l'intégrale converge vers en 0 et qu'on a l'intégrale de 0 à bêta qui est égale à ce qu'on a en passant la limite. Parce que c'est exactement, encore une fois, je le répète, c'est la définition d'une intégrale convergente. Voilà, et donc là, on passe à la limite, et la limite, on a bien vu que c'était moins lambda ln de c. Si je ne dis pas de bêtises. Non. Oui, c'est bien, moins lambda ln de c. Voilà, et donc on a toujours ce qui dépend de bêta. Et donc maintenant, j'aimerais bien faire en sorte que ce qui dépend de bêta, bah, ça tende vers, du coup, cette fois-ci, ce soit moins, du coup, nu, ou mu, non, moins mu, ln de c. Donc comment on va faire ça? Eh ben, on va faire un petit changement de variable. Bah, je l'ai déjà fait ici, parfait. En fait, le petit changement de variable, c'est quoi? C'est juste l'intégrale de... C'est juste, en fait, on va remplacer euh, t par 1 sur u. Parce qu'en fait, si je prends la limite quand bêta tend vers plus l'infini, bah, c'est la même chose que de prendre la limite quand bêta tend vers 0, mais de remplacer les bêta par 1 sur bêta. Donc en fait, j'ai fait un changement de variable dans la limite. Mais bon, je lui ai donné le même nom, mais je vous fais confiance pour comprendre. Donc j'ai juste remplacé tous les bêta par des 1 sur bêta, et ça importe peu parce que bêta c'était une variable muette. Mais en gros, le 1 sur bêta, il tend vers plus l'infini, donc on garde l'égalité. D'ailleurs, j'aurais dû mettre égal. Voilà. Et donc, bah là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais faire mon changement de variable, je vais prendre t égale 1 sur u, et bien sûr, je n'oublie pas, comme j'ai fait un changement de variable, bah, de mettre mes bornes en fonction de la nouvelle variable, donc là je prends juste l'inverse, donc l'inverse de ça c'est ça, et l'inverse de bêta, enfin 1 sur bêta, l'inverse de 1 sur bêta c'est bêta. Voilà, et donc, comme j'ai un moins ici, je l'utilise pour intervertir les bornes de mon intégrale. Je crois que j'ai oublié de le faire, du coup on va le faire maintenant. Donc ça fait ceci. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que bah, en bas, je vais mettre du bêta sur c fois c. Et donc en fait, je me suis trompé, j'ai un petit peu triché. Mais en gros, si je rechange de variable dans ma limite, bah, ça c'est la limite quand bêta sur c tend vers 0. Donc je peux dire que je remplace, encore une fois, comme je l'avais fait avant, bah, je remplace bêta par bêta sur c, ça tend toujours vers 0. Et donc en haut, je vais avoir du bêta. Et en bas, je vais avoir du... Enfin non, je peux même... Allez, je pose x, voilà, comme ça sera plus clair. Je pose x qui est égal à bêta sur c, donc x tend vers 0. En haut, j'ai du x, et en bas, j'ai du c fois x. Voilà, comme ça, j'ai exactement la même chose. Et donc là, j'ai du f de 1 sur u, et en bas, j'ai du u, du. Et f de 1 sur u, bah, c'est une fonction. Donc la fonction qui a u associée f de 1 sur u, c'est une fonction, et qui a une limite en 0. Et cette limite en 0, bah, c'est la limite en plus infini de f. Donc c'est rien d'autre que mu. Donc ça, par notre lemme, c'est égal à bah, moins ln de c fois mu. Et ce qui nous permet de passer à la limite sur bêta ici. Donc je vais recopier ça, enfin je peux même le dire ici. Bon. Je vais recopier ça, ce sera plus propre, et je vous retrouve bah, dans quelques secondes. Voilà, donc maintenant on va passer à la limite sur ceci. Donc on sait déjà ce que ça fait, la limite de ceci, on l'a calculé ici, limite de ça, ça fait moins ln de c fois mu. Et c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Donc en passant à la limite, donc même rédaction, hein, en passant à la limite sur bêta, on a bien que l'intégrale est convergente en bêta, enfin en l'infini, et donc on a bien que 0 plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc l'intégrale converge, je vous laisse le rédiger, en fait c'est la même rédaction que ça, hein, mais il faut bien le rédiger. C'est juste pour aller plus vite, mais l'intégrale de f de c de f de t, machin machin, est bien égale à ceci. Donc on a bien la convergence, on a bien prouvé la convergence de manière rigoureuse, et on a bien la valeur de l'intégrale, donc là c'est un moins par moins, et on a un moins ici aussi, donc ça fait un plus, donc c'est plus mu ln de c. Et si on remet tout sous la bonne forme, et qu'on repasse avec du a et du b, et ben on a bien que ceci est égal à lambda moins bêta, ln de b sur a, je crois, b sur a, et là si je repasse avec du a et du b, ça me fait f de a, ou f de bt, je sais plus, bt moins f de at
sur t dt est bien égal à ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.